Alors que les températures grimpent, les eaux du lac Léman attirent toujours plus de baigneurs. De Lausanne à Genève, de nouveaux espaces de baignade fleurissent, renforçant l'attrait du plus grand lac alpin d'Europe. On parle bien sûr du lac Léman. Mais cette carte postale estivale cache des inquiétudes croissantes. Pollution, microplastiques, prolifération d'algues et bactéries liées au réchauffement climatique viennent ternir l'image d'un lac limpide. Alors peut-on vraiment s'y baigner sans risque? La qualité de l'eau est-elle à la hauteur de l'engouement qu'elle suscite? Nous recevons ce matin sur le plateau le biologiste Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière. Il va nous éclairer sur ces enjeux et sur la qualité de l'eau de notre lac Léman. Jean-François Rubin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour débattre dans ni pour ni contre de cette question aujourd'hui. Est-ce que l'eau du lac est de bonne qualité? C'est d'ailleurs notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Pensez-vous que le Léman est suffisamment propre pour s'y baigner? Avant d'entamer cette discussion, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage en ligne depuis hier sur le site mlemedia.ch. Oui, à 65%. À en croire notre sondage, pas trop d'inquiétude. Le lac, pour se baigner, ça va, monsieur Rubin? Oui, ça va, on peut s'y baigner. Bien sûr, il y a plein de produits chimiques et autres qui se trouvent dedans, mais globalement, la qualité de l'eau est bonne, oui. Ouais, on en parlait tout à l'heure dans les infos de Mike Pérez, de la qualité de l'air qui s'améliore. Est-ce que la qualité de l'eau de notre lac Léman s'améliore ou au contraire, ça va dans l'autre sens? Non, alors la qualité de l'eau s'améliore très clairement. Alors c'est toujours difficile quand on regarde avec les valeurs qu'on avait par le passé, etc. C'est qu'en fait, les chimistes ont fait beaucoup de progrès. Donc ça veut dire que maintenant, on arrive à mesurer plein de produits qu'on n'arrivait pas à mesurer avant. Ouais. Donc on a l'impression qu'on découvre ces produits maintenant dans l'eau, puis on dit, oulala, c'est la catastrophe, il y a ceci, cela, etc. Et pour beaucoup de ces produits, ils étaient déjà présents avant, simplement on n'arrivait pas à les mesurer. Donc c'est ça la différence. Mais d'une manière générale, la qualité de l'eau s'améliore. Très clairement, on sait depuis les années 60, 80, etc., bien éliminer le phosphore et l'azote dans les stations d'épuration, donc ça marche vraiment bien. Et puis maintenant, on s'attaque à d'autres produits qui sont beaucoup plus faible concentration, qui tuent pas forcément les animaux ou qui donnent pas forcément des maladies aux gens, mais qui à terme peut avoir des effets très délétères sur l'environnement. Par exemple, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens, tous ces éléments-là qu'on essaye d'enlever maintenant. Et alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend de nouvelles technologies. Il n'y a que quelques stations d'épuration qui arrivent à faire ça. Équipées, ouais. Et puis on essaye d'aller de l'avant avec ça. Bon. La qualité de l'eau, c'est vrai qu'on y pense beaucoup, on en parle beaucoup, et notamment dans l'actualité, oui. Jean-Mike. C'est hasard du calendrier. On apprend cette semaine qu'il y a 2 plages à Genève qui sont interdites à la baignade, provisoirement fermées, parce qu'il y a eu des bactéries fécales en trop grande quantité qui rendent l'eau impropre à la baignade à ces endroits. Alors c'est un événement isolé, on le précise, c'est dû en fait à l'endommagement de 2 conduites d'eau usée dans un chantier en cours à proximité de l'aéroport de Genève. Donc c'est pas une pollution généralisée du lac, évidemment. C'est un événement isolé, mais il faut faire très attention et il faut suivre les recommandations dans ce cas-là. Oui, et puis paradoxalement, moi je dirais que c'est ce genre d'événements, malheureusement, c'est des événements qui vont devenir de plus en plus fréquents en lien avec les changements climatiques. Je m'explique. C'est qu'il va pleuvoir moins souvent, mais quand il va pleuvoir beaucoup plus fort. Ouais. Et en faisant ça, tout d'un coup, il y a énormément d'eau qui arrive dans les stations d'eau claire et d'eau usée, si bien que souvent les steppes vont déborder, disons à certains moments, parce que les tuyaux, ils ont une certaine capacité, puis pas au-delà. Et c'est pour ça que ces matières, on va les retrouver dans les eaux à certains moments, simplement parce qu'il y a une surverse de certaines stations d'épuration. Quand ça déborde, ça va dans le lac. Oui, voilà, ça va dans la rivière, puis ça va dans le lac après. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on arrivait bien à gérer jusqu'à présent parce qu'il pleuvait, mais quand même pas trop. Alors que maintenant, il va pleuvoir ou bien plus du tout, ou bien énormément. Et ça, c'est ce qu'on nous dit. Pendant longtemps, on a accusé les scientifiques d'être alarmistes, de dire que c'était pas vrai, etc. Je pense que certains événements qui sont passés en Valais montrent qu'on n'avait pas tout tort, disons, dans ce genre de choses. Et puis ça, il va falloir tenir compte de ça. Donc ces arrivées sporadiques ou temporaires d'eau usée, malheureusement, elles vont être plus fréquentes lorsqu'il y aura des très gros orages.
Quels sont les risques sanitaires réels pour les baigneurs? Là, pour revenir peut-être... alors, il y a les matières fécales, effectivement, là, voilà, mais on parlait des microplastiques il y a quelques instants, qui est une vraie charronnerie, on parlait bien vaudois. Quels sont les risques pour les baigneurs et pour les animaux aussi? Parce que on entend qu'il y a des... notamment pour les filets de perche, c'est un peu compliqué. Alors, pour les microplastiques, si on s'intéresse aux poissons, évidemment, ils vont pouvoir en ingérer. Oui. Alors, ils mangent pas forcément ces morceaux de plastique, mais comme ils respirent avec leurs branchies, etc., c'est des tout petits morceaux qui vont arriver dans leur organisme, qui peuvent arriver après dans leur tube digestif, et puis un peu partout, quoi, si on veut bien. Et ça peut leur poser problème de transit intestinal, si j'ose dire, ou bien aussi des problèmes de fertilité ou toutes sortes de choses. Donc ça, c'est un vrai problème, et c'est des tout petits produits, c'est des tout petites particules qu'on n'arrive peu ou pas du tout à gérer dans les steppes parce qu'elles sont trop petites, elles passent à travers. Et il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de l'industrie ou de l'agriculture, des déchets de morceaux de plastique qu'on épand sur les champs pour protéger ceci ou cela. Et ça, c'est des vrais problèmes à court ou moyen terme. Alors ça, si on les ingère, nous, en mangeant des filets de perche, il y a quand même peu de chance, parce que ça faudrait que ça arrive dans la peau, dans la chair du poisson, vraiment. Alors il y en a un petit peu, mais par contre, pour les poissons, ça peut être dramatique. Et puis, il y a d'autres produits, alors qui, eux, sont solubles, comme les perturbateurs endocriniens ou des choses comme ça qui viennent de toutes sortes de régions différentes. Et alors ceux-là, ils sont beaucoup plus dramatiques parce qu'ils ne vont pas tuer les animaux, mais ils vont les rendre stériles. Au bout du compte, ça revient un peu au même, quoi, disons. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent, et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on commence à savoir gérer maintenant, mais dans des installations qui coûtent extrêmement cher. Alors, on peut encore se baigner dans le lac sans devenir stérile, je vous rassure. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais pour la faune, ça peut être un vrai problème. On a beaucoup entendu parler de certains poissons qui, effectivement, ont de la peine à se reproduire. Ça peut être une des causes, ces microplastiques, ou c'est la cause, véritablement? C'est la cause. Alors, c'est toujours la même chose. Les animaux... Les poissons, par exemple, ils vivent dans l'eau, ils baignent dans le lac, et puis ils sont soumis à plein de stress différents. Alors, il n'y en a pas un qui va causer la mort de l'individu. Alors, seulement quand c'est des concentrations extrêmes. Mais c'est celui-là, plus cet autre, plus ci, plus ça, qui, au bout du compte, fait que les poissons meurent. C'est exactement la même chose qui nous arrive quand en automne, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, et tout ça, vous attrapez plus facilement un rhume ou la grippe parce que vous n'êtes pas bien d'une façon générale. Les poissons, ils sont aussi stressés. Ils sont aussi stressés par la température de l'eau qui est chaude, qui cause plein de problèmes pour eux. Et puis par les particules qu'on va trouver dans l'eau, que ce soit des microplastiques ou des produits solubles. La température de l'eau aussi, c'est un problème. Plus elle est chaude, plus ça va être compliqué. Alors ça, c'est un problème général. Tous les problèmes particuliers qu'on a dans le lac ou dans une rivière sont amplifiés lorsque la température est chaude. Un produit chimique, il va être d'autant plus toxique que l'eau est chaude, par exemple. Et aussi, c'est tout simple. Si vous prenez un sirop le matin, et puis que vous mettez la même quantité de sirop, mais dans un verre à moitié plein, complètement plein, votre boisson, elle n'aura pas le même goût. Là, dans les rivières, c'est la même chose avec les changements climatiques et avec la température. Il y a moins d'eau, il y a moins de débit, mais il y a les mêmes concentrations de produits qui arrivent, donc au final, c'est plus concentré, ça peut causer la mort des poissons. Pensez-vous que le Léman est suffisamment propre pour s'y baigner? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On va jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. On regarde un petit peu l'évolution de notre sondage. 66% vous dites oui. Vous continuez de donner votre avis. Vous pouvez également réagir avec vos messages écrits, messages vocaux que vous nous faites parvenir par WhatsApp au 079 121 9000 et évidemment par Instagram. Ça fonctionne très très bien. On a reçu quelques messages qu'on vous communiquera d'ici quelques instants. On va retrouver Monsieur Rubin dans un instant. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la Maison de la Rivière et biologiste. Jean-François Rubin qui est notre invité ce matin pour parler de la qualité de l'eau du lac Léman. C'est juste après la pause. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire.
Peut-on se baigner sans crainte dans le lac Léman? C'est la question qu'on se posait ce matin. La réponse avec notre invité, le biologiste Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière. La réponse est oui, on peut se baigner sans crainte. Il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même qu'on prenne un peu soin de notre lac, de nos poissons, de ce vivier, parce que c'est important, c'est un vivier aussi. C'est hyper important pour la région et puis pour la suite, quoi. Alors évidemment, les poissons, c'est un des éléments qui m'intéresse beaucoup, quoi, disons, mais il y a plein d'autres animaux dedans, et puis c'est surtout des grands marqueurs. C'est des animaux qui vivent en permanence dans l'eau, et puis si tendance à disparaître, c'est que l'eau est de moins bonne qualité, et par conséquent, ça peut impacter tous les gens qui utilisent de près ou de loin cette eau, que ce soit pour la boisson ou pour la baignade, quoi, disons. Ouais. David Letard. Oui, excusez-moi. Alors sur les 180 km de circonférence autour du lac Léman, donc on sait qu'il y a des zones bien délimitées pour se baigner, et pour pas la baignade interdite. Et moi j'ai une question. Au milieu du lac, est-ce qu'on est plus finalement en sécurité, si on a l'occasion et la possibilité de se baigner au milieu du lac, que finalement au bord du lac? Alors je voudrais qu'il y ait des endroits où c'est moins bien de se baigner qu'ailleurs, quoi. Disons, je vais peut-être faire peur un peu aux habitants lausannois. Si vous baignez juste à l'endroit où la steppe de Vidi rejette ses eaux, ça sera moins agréable, épidémiologiquement parlant, qu'au milieu du lac. Ça c'est clair, parce que c'est l'eau, même si la station d'épuration elle respecte les normes, c'est quand même pas de l'eau distillée qui sort de la steppe. Alors cette eau, elle va se diluer après dans le lac, mais juste dans la baie de Vidi, c'est un des endroits qui est moyennement favorable. Et vous disiez tout à l'heure des exemples à Genève, c'est la même chose. C'est des endroits où souvent arrivent des effluents de stations d'épuration et puis qui peuvent poser problème, quoi, disons. Alors au niveau de la qualité de l'eau, vous avez dit que depuis une trentaine d'années à peu près, donc il y a une amélioration. Malgré tout, il y a un problème au niveau du manque d'oxygène dans l'eau depuis, j'ai noté, depuis 9 ans, notamment en raison d'un brassage hivernal insuffisant. Si on prend l'exemple, au lieu de brasser à 309 mètres de profondeur, ça va brasser uniquement à 145 mètres. Et ça, c'est dû, en partie au réchauffement climatique. Alors, c'est simple. L'eau, elle a la densité maximum de l'eau, c'est à 4 degrés. 4 degrés, c'est là où elle est la plus dense. Si elle est plus froide, elle gèle, ça devient de la glace, puis ça fait des icebergs qui flottent. Puis si elle est plus chaude, elle est moins dense, puis elle coule. Donc elle est le plus dense à 4 degrés. C'est pour ça qu'on aime bien en hiver avoir de l'eau en surface qui a justement cette température-là, 4 degrés. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle est la plus lourde, et cette eau qui est en surface, c'est elle qui a l'oxygène, puisqu'elle est en contact avec l'air, si on veut bien. Alors, avec cette densité qui est importante, s'il y a du vent, elle va le couler en profondeur. Puis en profondeur, à 309 mètres, l'eau, elle a à peu près 6 degrés, 6-7 degrés, comme ça. Puis alors, cette eau qui est froide, riche en oxygène, arrive en profondeur, puis elle pousse vers la surface l'eau qui est plus chaude, qui est au fond. Et puis, plus l'eau est froide pendant longtemps, plus il y a du vent, etc., mieux le brassage se fait. Alors, certaines années, il se fait jusqu'au fond. Puis certaines années, il se fait que jusqu'à une certaine profondeur, jusqu'à ce qu'on arrive, parce que si elle a 5 degrés, elle ne va pas descendre jusqu'au fond. Et là, c'est un problème, justement. Et alors là, c'est un problème, parce que au fond du lac, il y a énormément de phosphore qui s'est accumulé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ce phosphore, il peut être relargué dans de l'eau qui est peu oxygénée, voire pas du tout. Et donc ça, tous les efforts qu'on a fait pendant ces années peuvent être réduits à néant avec ça. Sans compter qu'à cette profondeur-là, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie comme on l'entend. Il y a toutes sortes de bactéries, des choses comme ça, mais il n'y a pas de vie comme on l'entend. Et puis, ça fait tous des espaces qui sont plus à disposition des poissons, par exemple, et qui peuvent poser plein de problèmes, quoi. C'est vrai que la qualité de l'eau, c'est une préoccupation majeure pour les gens. J'anticipe en fait une des remarques qu'on a reçues sur notre compte Instagram de la part de Nawel qui dit « J'aimerais juste qu'on arrête de faire comme si tout allait bien. Pourquoi on n'aurait pas un affichage clair en temps réel sur la qualité de l'eau? On a des applications pour tout aujourd'hui, sauf pour ça. » Je ne sais pas si ça existe, effectivement. Alors, ça existe. Alors, comme ça, on va pouvoir répondre à Nawel. Alors, il n'y a pas l'application, mais des mesures en continu, ça existe très bien. Par exemple,
exemple, l'EPFL et l'Université de Lausanne, et qu'on peut aller consulter, ont une plateforme au large de Puy, avec des valeurs qui sont continues et qu'on peut consulter. Alors, il faut juste, si je vous dis qu'il y a 4,27 mg par litre de ceci ou cela, il faut encore pouvoir l'interpréter. Savoir si c'est bon ou pas. Mais ça existe. Alors, est-ce que c'est consultable par tout un chacun? Ça, je ne sais pas, mais je peux me renseigner et puis je pourrais vous donner ultérieurement l'info s'il faut, comme ça, voilà. Effectivement. La prolifération des algues est-elle en hausse véritablement? Parce qu'on en parle aussi beaucoup. Est-ce que c'est aussi lié à cette température de l'eau, finalement? Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a les algues, ça veut pas dire grand-chose. Il y a les plantes aquatiques, on dit, qui sont les macrophytes, comme ça. Puis il y a des algues, c'est du phytoplancton qui vient et comme ça. Ça peut être effectivement des végétaux, mais ça peut être des bactéries, ça peut être toutes sortes de choses. Et ces éléments-là, ils peuvent proliférer quand l'eau, elle stagne, et puis qui fait chaud. Donc typiquement, dans une baie, au bord de l'eau, s'il y a peu d'eau, eh ben, ça se développe. Alors notamment, ça fait la une de la presse régulièrement, il y a ce qu'on appelle des cyanobactéries qui peuvent se développer et qui font des amas. Alors les botanistes vous diront que c'est pas des algues, mais peu importe, que disons, et c'est des amas qui sont en surface et qui vont émettre dans leur métabolisme des produits qui eux sont extrêmement toxiques. Pas forcément pour nous, encore que si on les mange en grande quantité, ça, mais je me vois mal manger ces amas comme ça, là. Mais par exemple, on a régulièrement, si vous allez vous baigner avec votre petit chien à cet endroit-là, puis que lui va ingérer ces bactéries, ça peut être mortel pour lui. Alors ça, c'est lié à la température, très clairement. C'est lié à la température, il faut qu'il fasse chaud. C'est lié à la qualité de l'eau, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de nutriments dans l'eau pour que ces bactéries puissent se développer. Et puis s'il fait très chaud, s'il fait lourd comme ça, s'il n'y a pas de vent, ça permet au vent à l'eau de stagner et ça développe ces bactéries. Donc c'est lié, une fois de plus, comme toujours, au changement climatique. Ouais. J'aimerais qu'on revienne juste 2 secondes sur les steppes. L'eau qui est remise finalement au lac, est-ce que c'est une eau qui est consommable finalement? Est-ce que quand elle sort de la steppe, on sait d'où ça peut venir, hein, ça vient c'est les eaux usées, comme on les appelle, hein. Est-ce qu'on peut la boire, cette eau? Le fait de la remettre dans le lac, est-ce que c'est pas un risque finalement? Alors, la boire, je pense pas. Non, parce qu'il y a quand même un certain nombre de produits qui restent, mais qui est acceptable pour l'environnement. Voilà, mais on va pas la mettre en bouteille. Hein. Elle est impropre à la consommation. Ouais. Et puis la grande difficulté, c'est que justement, il y a un certain nombre, heureusement, avec l'évolution des mœurs. Maintenant, je prends cet exemple-là. Il y a la contraception féminine qui est importante, et tant mieux, hein, pour toutes sortes d'autres raisons, etc. Mais ces résidus de produits, eux, passent sans autre à travers la station d'épuration. Ils ne sont pas du tout traités dans les stations standards. Et ça fait des hormones des hormones féminines qu'on va retrouver dans les eaux. Et le drame, c'est que ces hormones, elles ressemblent beaucoup aux hormones de poisson. Sauf que c'est justement pas les mêmes, et donc elles vont se mettre sur les récepteurs pour que, par exemple, notamment les mâles puissent produire du sperme, sauf que comme c'est pas exactement les mêmes, ça enclenche pas la production de sperme et de choses comme ça, et la conséquence, c'est que les poissons deviennent stériles. Alors ces produits-là, on sait en laboratoire, on sait les piéger aussi. Et puis maintenant, on essaie de mettre ça en pratique. La steppe de Vidi, elle va être équipée avec ce genre de choses, mais ça coûte une fortune de la mettre. Évidemment, évidemment. Le Léman reste-t-il un exemple en Europe en matière de qualité de l'eau ou pas? Alors, le Léman, il est un exemple parce que c'est un des lacs qui a été le plus étudié depuis plus longtemps. Et ça, grâce à un scientifique vaudois qui s'appelait François-Alphonse Forel de Morges, qui a été le premier à décrire le Léman et à décrire une nouvelle science qui s'appelait la limnologie, comme il y a l'océanographie, etc. Alors oui, le Léman, c'est un exemple parce que c'est le premier où on a des données depuis 1850 à peu près. Et comme ça, on peut vraiment voir l'évolution du Léman à très long terme. Puis c'est quand même un grand lac où il y a comme toutes sortes de processus qui se mettent en place. Et il y a des choses qui sont bien. Moi, je vois les autorités, ce qu'on fait dans les années 80, en interdisant les phosphates dans les lessives, par exemple, en faisant ça, on a énormément amélioré la qualité de l'eau pour toutes sortes de problèmes
classiques qui sont maintenant classiques, phosphore et azote, ça c'est très bien. Puis maintenant, on s'attaque à ces autres produits, et puis là, c'est plus compliqué à faire. Mais ça va quand même mieux. Oui. Globalement, oui. Si on doit comparer au lac d'Annecy, on dit toujours que le lac d'Annecy, c'est le lac le plus propre du monde, etc. Alors, le lac d'Annecy, c'est un lac qui est plus petit. Oui, qui avait un peu la même problématique que pour le Léman. Et là, les Français ont fait un truc incroyable, c'est que plutôt que d'avoir sur chacune des steppes des installations, ils ont fait un grand tuyau tout autour du lac où ils ont récolté toutes les eaux, puis toutes ces eaux arrivent au même endroit où on les traite. Et la conséquence, c'est que ça a très bien marché, puis que le lac est devenu extrêmement clair. Et ça c'est possible sur un petit lac. On pourrait pas faire. C'est trop grand. Ça serait trop grand à l'échelle du Léman, ça pourrait se faire. Mais alors, ça a des conséquences. Après, c'est des conséquences qu'on voit régulièrement aussi dans les parlements. C'est qu'il y a moins de nourriture, donc pour les animaux. Donc, pour nous, c'est voilà, on se baigne, c'est beaucoup mieux, etc. Mais il y a moins de nourriture, donc les poissons grandissent moins vite. Et là, les perches sont plus petites, les corégones aussi, à tel point qu'il y a eu des idées farfelues qui disaient que le vendredi, c'est le jour du poisson. On chante les steppes, puis on remet les steppes dans l'eau pour engraisser le lac, mais ça c'est une très mauvaise idée, il ne faut pas le faire, etc. Au Parlement à Berne, ça aussi voulu être fait, mais heureusement ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu, effectivement. On va jeter un petit coup d'œil à notre sondage une dernière fois. Pensez-vous que le Léman est suffisamment propre pour s'y baigner? On va voir un petit peu ce que vous en pensez, vous, de l'autre côté de votre radio, de votre télévision. Et que dites-vous? Alors, ça devrait arriver, 68% vous dites oui. On n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Jean-François Rubin, en tout cas, merci d'être avec nous. Merci de l'avoir parlé si bien, parce qu'on comprend beaucoup de choses. C'est hyper intéressant. Ni pour, ni contre, bien au contraire. On va rester au bord du lac, justement, et on va en parler de notre lac. Peut-on se baigner sans crainte dans notre beau lac Léman? La réponse est oui, vous l'avez entendu. Et nous en débattons ce matin avec le biologiste Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière. Merci d'être avec nous. Peut-on concilier loisirs nautiques et protection de l'écosystème, monsieur Rubin? Oui. Presque toutes les presque tout ce qui la voile, les choses comme ça, tout ça pose aucun problème évidemment. Il y a eu quelques velléités d'avoir des scooters aquatiques ou des choses comme ça. Alors ça peut poser des jet skis et tout ça, ça peut poser d'autres problèmes pour la faune et la flore, certes, mais aussi des problèmes de sécurité qui sont très importants. Donc là, je dirais moins bien. En même temps, pour les rivières, c'est aussi un peu la même chose. Aussi, vous savez, on fait beaucoup maintenant on descend du rafting, du canyoning et tout ce qu'on veut, etc. Tant qu'il y a beaucoup d'eau, ça pose pas de problème. C'est que qu'il y en a peu, que ça peut devenir dangereux. Et d'ailleurs, dans le débat, dans ce qu'on débat aujourd'hui, on parle de qualité de l'eau, mais en fait, il ne faut pas être réducteur. On ne peut pas parler de qualité d'eau sans parler de quantité d'eau. Donc en fait, c'est ces deux éléments dont il faut vraiment tenir compte, parce que la qualité de l'eau, c'est toujours des questions de concentration de produits, etc. Ça va dépendre de la quantité d'eau qu'il y a dedans. Oui. Donc c'est pour ça que souvent, on distingue ces deux choses, or c'est faux. Et il faut vraiment les considérer dans leur ensemble pour qu'on ait une bonne situation. Voilà. À titre d'exemple, par exemple, on essaye d'améliorer la qualité d'eau des rivières, ici, tout près d'ici, avec la Venoge, par exemple, où il a été décidé que la plupart des stations d'épuration qu'on a de la Venoge depuis Lille jusqu'à Saint-Sulpice vont être accordées à Vidy pour qu'on puisse traiter l'eau à cet endroit-là. D'un point de vue de qualité d'eau, c'est excellent. C'est une très bonne idée, puisque toute l'eau va être traitée avec les micropolluants et tout ça, etc. Néanmoins, si on fait ça, ça veut dire que toute l'eau qui arrivait de la steppe d'ici, de là et d'ailleurs, etc., elle n'arrive plus dans la rivière. Elle arrive uniquement à Vidy. Alors pour le Léman, c'est très bien. Mais pour la rivière, c'est une catastrophe. Donc on aura de l'eau cristalline, mais si on n'a plus d'eau, elle va chauffer et les poissons vont mourir. Donc ça peut être une fausse bonne idée que de se consacrer uniquement à la qualité de l'eau sans tenir compte de la quantité. Et à cet égard, l'exemple de la Venoge, il est patent, où il faut concilier les deux choses. Et toute la difficulté, et ça c'est un débat classique et sans fin, c'est que l'eau, elle va manquer en été.
moi, comme biologiste, j'aimerais que l'eau, elle reste dans les rivières à ce moment-là, évidemment. Alors que d'autres, à juste titre aussi, aimeraient prendre cette eau pour la mettre sur leur champ, pour pouvoir aussi refroidir différents éléments, etc. Donc la guerre de l'eau en été, elle fait que commencer, quoi. Elle fait que de commencer, effectivement. On n'a pas évoqué les puces de canard, parce que c'est souvent le truc qui revient aussi. C'est lié à la qualité de l'eau aussi, ça? Alors, ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait. C'est un parasite dont l'hôte final est dans un escargot, si on veut bien. Ouais. Et puis, il y a des hôtes intermédiaires, ça s'appelle des cercaires, bon, peu importe. Ouais. Et puis, ces espèces de petits vers quand ils sont émis dans l'eau, ils cherchent leur hôte. Puis leur hôte, ça peut être soit un canard, d'où la puce de canard, il y a l'escargot qui est aussi là. Mais des fois, ils se gourrent et puis ils pensent que vous êtes un joli canard et puis ils vont venir dessus. Alors, ça vient sous la peau. Ils vont mettre 2 ou 3 jours à mourir parce que c'est pas l'organisme qu'il faut. Mais pas grave. Pendant ce moment-là, ça gratte et c'est très désagréable. Et il n'y en a pas dans tous les coins. Non. Elle est facile. Elle est facile. On a reçu quelques. Dans les WC aussi. On a reçu quelques messages. Vous n'avez plus que 2. J'ai évoqué le message de Nawel tout à l'heure. Emma qui nous dit qu'elle se baigne dans le Léman chaque été, qu'elle n'a jamais eu de soucis. C'est un luxe d'avoir un lac si beau et accessible. Il faut juste en prendre soin. Ça pourrait être le mot de la fin d'ailleurs, ça. Mais on va encore lire le message de Kevin qui me dit: moi, ce qui me fait flipper, c'est pas les bactéries dans l'eau, c'est les gens. Entre ceux qui se rincent à moitié dans le lac avec leur shampoing bio et ceux qui laissent leurs couches sur la plage, c'est pas un problème de pollution naturelle, c'est un problème d'éducation. Le Léman, il survivra, pas sûr que notre bon sens, lui, tienne encore longtemps. L'éducation, c'est important, c'est assez fondamental. C'est absolument basique, mais on voit aussi, il y a des ONG qui essayent maintenant de ramasser, par exemple, les mégots qu'on trouve sur les plages. C'est un scandale. C'est hallucinant. Quand ils passent une journée, ils ont des sacs entiers de choses comme ça. Alors que c'est pas difficile. Vous avez apporté vos déchets pour venir à la plage. Enfin, vous avez apporté votre nourriture. C'est pas compliqué de les prendre et puis de les ramener chez vous, quoi. À la maison de la rivière, nous, on avait mis des poubelles. On met plus de poubelles là parce qu'on a retrouvé des télévisions à côté des poubelles. Les gens amènent leurs déchets. Maintenant, les gens repartent avec leurs déchets. Ça, c'est une question de civisme, quoi. Civisme, c'est un gros souci, effectivement. Avant de vous donner le mot de la fin, M. Rubin, vous vouliez nous parler d'un événement que vous organisez en ce moment avec les écoles, notamment, qui est très intéressant à la maison de la rivière. Oui, on a un très joli projet avec le canton, avec le service des affaires extérieures et avec aussi le département de la formation et de l'éducation. On a un projet qui s'appelle Déclic, qu'on fait avec des voisins français dans le Jura, qui consiste à sensibiliser les enfants au changement climatique. C'est pas du tout, on fait pas du tout de l'éco-anxiété, puisque au contraire, on apprend aux enfants à devenir acteurs de leur propre destin. Bien. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis dans ce cadre-là, en première année, on explique un certain nombre de choses, et en deuxième année, on va proposer aux enfants de devenir acteurs en vrai et de réinventer leur cours d'école pour qu'elles soient plus agréables, plus en lien avec des questions d'ombrage et de choses comme ça, etc. C'est un projet participatif et on le fait avec des tout petits jusqu'aux très grands, et c'est un bonheur de travailler dans ces classes. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Et puis, on rappelle que la Maison de la Rivière est ouverte. Allez-y avec vos enfants. Effectivement, il y a tout un programme qui est organisé, toute une exposition aussi hyper intéressante. On en a parlé la dernière fois. Et on a une nouvelle expo qui va ouvrir dans 15 jours, qui s'appelle Un poisson, comment ça marche? Et vous allez voir tout les... Ça marche, un poisson? Comment ça fonctionne? Comment ça nage? Et on va essayer d'expliquer tout le fonctionnement, tout ce dont les poissons subissent aujourd'hui, etc. Ou ce qui va bien pour eux. Et on vous invite à découvrir tout ça pendant tout cet été à la Maison de la Rivière. C'est noté. Merci beaucoup. Exactement. Voilà. Alors, question, toujours. Le mot de la fin, M. Rubin, pour revenir à notre question de base concernant la qualité de l'eau, effectivement, faut prendre soin de notre lac, tout simplement, peut-être. C'est ça. Alors, comme tous les éléments, notre lac, c'est un cadeau qu'on a reçu de la dernière glaciation. Ouais. C'est un cadeau formidable, mais aussi formidablement fragile, et qu'il faut préserver au même titre que tous les autres éléments, parce que s'il venait à être pollué, à disparaître, on perdrait une partie de notre âme, et puis de la conserver, ça me paraît important.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler si bien, en tous les cas, aujourd'hui. David Lothar. Voilà, écoutez, alors quelques règles d'usage basiques et simples que je vais pouvoir vous dire, mais il est bon des fois de se rappeler vraiment que le conseil de respecter les interdictions de baignade, et on n'aurait pas trop de soucis de se baigner uniquement dans les zones autorisées, d'éviter de se baigner dans des zones où il y a un tapis d'algues ou de dépôt, et de surveiller surtout les enfants pour qu'ils ne boivent pas l'eau du lac. C'est des règles toutes simples, mais voilà, si vous respectez ça, ça va déjà aller mieux. Ouais. Mike ? Se focaliser sur le lac Léman, on n'oublie pas, il y a le lac de Neuchâtel aussi, il y a des très très belles plages sur le lac de Neuchâtel et c'est un très très joli lac aussi, lac de Morat, lac de la Gruyère qui est un lac artificiel certes, mais qui est quand même un lac très très sympa. Donc ça, on a plein de plans d'eau en Suisse romande qui sont magnifiques, donc voilà, pensons aussi à les préserver, à en prendre soin et en profiter cet été quand il fera beau pour aller se baigner. Effectivement, merci messieurs. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme